Bonjour à tous, alors aujourd'hui on termine le chapitre probabilité échantillonnage, donc dans cette fiche de capacité. Donc il fallait déterminer à l'aide d'un arbre l'univers d'une expérience aléatoire, donc on lançait 3 fois de suite une pièce qui contenait soit pile soit face. Donc premier jet on a pile ou face, deuxième jet on a pile ou face, soit on avait pile au premier, face au deuxième et on retrouve pile ou face. Même chose pour le troisième, donc ça nous permet quand on suit les branches en fait d'avoir toutes les combinaisons possibles. Donc P, 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 donc c'est-à-dire qu'on a eu 3 fois pile, 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 face, donc PPF, etc. Donc on en obtient 8, ce qui permet d'avoir l'univers des possibles. Dans l'énoncé numéro 2, on avait en fait un jeu de cartes. Donc on est en situation d'équi-répartition, équi-probabilité, puisqu'en fait toutes les cartes ont la même probabilité d'être tirées au sort. Donc on avait 12 figures, c'est-à-dire valet, dame, roi, donc dans chaque couleur. Et ce qu'on appelle les couleurs, c'est pas rouge et noir, c'est carreau, cœur, pique et trèfle. Donc 3 x 4, 12 figures sur 32 en tout, ce qui après simplification par 4 vous donne 3 huitièmes. Dans l'exercice suivant, on vous demandait de faire un diagramme de veine, donc on savait que on avait 50 adhérents en tout, 30 qui pratiquent le tir à l'arc et 18 le golf, mais 6 pratiquent les deux sports, donc c'est par le 6 qu'il faut commencer. Comme on en a 6 qui font les deux sports, on le met à l'intersection des deux. Et comme ils étaient 18 à faire du golf, ils sont plus que 12 à faire que du golf. 12 et 6, ça fait bien 18. 30 pratiquent le tir à l'arc, donc pareil, on en a 6, donc on en déduit 24 qui font que du tir à l'arc. Quelle est la probabilité? Et donc, par élimination, il en reste 8, puisque 24 et 6, ça fait 30, et 12 qui fait 42, et il en manque 8 qui ne font aucun des deux sports. Quelle est la probabilité pour qu'un adhérent choisi au hasard pratique l'un au moins des deux sports, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'une des deux bulles? Donc 12 et 6, 18 et 24, ce qui fait 42 sur 50, donc 21, 25e. Et enfin, la dernière probabilité, c'est de calculer à l'aide d'un événement contraire. C'est plus facile parce que si on vous demande de calculer la probabilité, les deux faces sont différentes, et bien là, vous en avez un paquet à trouver parce que vous avez le 1 avec le 2, le 1 avec le 3, le 1 avec le 4, etc. Alors que si on passe par l'événement contraire, qui est les deux faces sont identiques, et bien là vous avez 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 et 6, 6. Vous avez 6 combinaisons sur 36, ce qui fait 1 moins 6, 36e. Donc 30, 36e, ce qui fait 5 6e. C'est beaucoup plus rapide. Voilà la première page de la fiche de capacité. Ensuite, dans un deuxième temps, vous demandez de déterminer si ces deux événements étaient incompatibles ou non et de déterminer une loi de probabilité. Donc en fait, on lançait une fois un dé équilibré dont les 6 faces sont 3, 3, 7, 8, 9, 9. On vous demande si A et B sont incompatibles ou non. Être incompatible, c'est-à-dire avoir aucune issue en commun. Et il se trouve que A, être un multiple de 2, on n'a que le 8. Et être un multiple de 3, on a 3, 3, 9, 9. Donc ça veut dire qu'on n'a en fait aucune issue commune. Donc les deux événements sont incompatibles. Si vous voulez déterminer la loi de probabilité de cette expérience sur cet univers, eh bien on a soit le 3, soit le 7, soit le 8, soit le 9 qui sont sortis. Ce qui nous fait une chance, donc on le voit ici, 3, 7, 8 ou 9. On a deux chances sur 6, c'est-à-dire une chance sur 3 d'obtenir le 3, une chance sur 6 d'obtenir le 7, une chance sur 6 d'obtenir le 8, et deux chances sur 6, c'est-à-dire une chance sur 3 d'obtenir le 9. Voilà ce qu'on appelle une loi de probabilité dans ce chapitre-là. Après, on calcule à nouveau, c'est toujours la capacité P1, calculer une probabilité. Et bien là, on me disait qu'il y avait 25 élèves dans la classe, donc je commence par écrire le 25. 15 élèves s'intéressent à la musique, donc j'écris que 15 élèves s'intéressent à la musique, je ne sais pas s'ils font des échecs ou non. 12 élèves font des échecs, donc je mets le 12 ici. Et donc comme j'en ai 15 ici, j'en déduis que j'en ai 10 là. Comme j'en ai 12 ici, j'en déduis que j'en ai 13 là, puisque la somme doit faire 25 et là aussi. Si on me donne aucun nombre supplémentaire, je ne peux pas compléter le tableau. Par contre, si on me dit que 2 élèves ne font aucune des deux activités, c'est-à-dire qu'ils font ni des échecs ni de la musique, eh bien je peux mettre le 2 ici. À partir du moment où vous mettez le 2 ici, vous en déduisez aisément le 11 ici, le 8 ici, et si vous avez 8 ici, vous en déduisez le 4 ici grâce au 12. On interroge au hasard un élève, déterminer la probabilité que l'élève interrogé fasse de la musique mais ne joue pas aux échecs. Donc fasse de la musique, c'est forcément dans cette colonne-là, mais ne joue pas aux échecs, ils sont 11. Donc 11 sur 25 en tout. Déterminer la probabilité que l'élève interrogé fasse au moins l'une des deux activités, donc elle n'est pas obligée, enfin cet élève-là, pardon, n'est pas obligé de faire les deux activités, l'une des deux suffit. Par contre, l'élève peut faire les deux, au moins l'une des deux. Donc il va falloir prendre les 4 élèves qui sont là, les 8 élèves qui sont là, et les 11 élèves qui sont là. En fait, on prend tout le monde sauf les deux qui ne font aucune activité, ce qui nous permet de retrouver 23 sur 25. Ensuite, on doit déterminer un intervalle de fluctuation.
Alors, intervalle de fluctuation, dans votre cours, il est écrit que pour utiliser un intervalle de fluctuation, il y a 2 critères. Un, il faut que n soit plus grand que 25 et c'est le cas puisqu'il y a 200 serpents dans cette forêt, enfin dans cet échantillon. Et la proportion est de 0,24 de serpents venimeux dans toute la f dans les forêts tropicales. Donc P qui est égal à 0,24 est bien compris entre 0,2 et 0,8. Donc je peux appliquer mon critère, enfin les critères sont vérifiés, donc je peux appliquer mon intervalle de fluctuation. P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n, ce qui fait après calcul 0,24 moins 1 sur racine de 50 sur 200, pardon. C'est les 200, l'échantillon est de 200. Et P donc 0,24 plus 1 sur racine de 200. Alors je vous rappelle que les deux valeurs qui sont là ne sont pas des valeurs approchées, ce sont des valeurs approchées mais par défaut et par excès, ce ne sont pas des valeurs arrondies. Comparer la fréquence observée et probabilité, donc si vous voulez savoir si l'échantillon prélevé est anormalement dangereux, c'est la question qu'on pourrait se poser parce que 0,29 c'est quand même, il y a 29% des serpents qui sont venimeux dans l'échantillon. Or normalement on devrait en avoir 24. Moi sans l'intervalle de fluctuation, je suis incapable de vous dire si c'est anormalement dangereux ou pas. Or on s'aperçoit qu'on a le droit de monter à 31%. Et comme là il y en a 29%, c'est bien dans l'intervalle, donc l'échantillon n'est pas anormalement dangereux, même si c'est plus que la moyenne. Eh bien, c'est pas du tout gênant en fait ici, puisqu'on peut monter jusqu'à 0,29. Sur un échantillon de 350 personnes, un candidat aux élections municipales a obtenu 54% des intentions de vote. Déterminer la fourchette de sondage au seuil de 95%, c'est un intervalle de confiance en fait. Donc vous avez n qui est égal à 350 qui est bien plus grand que 25. La fréquence ici qui est égale à 0,54. On a trouvé 54% des gens qui votaient pour une personne, qui appartient bien à 0,208, donc je peux utiliser mon intervalle de confiance. C'est f moins 1 sur racine de 350, même chose, 0,54 plus 1 sur racine de 350. J'obtiens alors un intervalle de confiance qui va être compris entre 0,486 et 0,594. Si les élections avaient lieu le jour du sondage, ce candidat aurait-il été élu au premier tour? Justifie la réponse, alors on ne peut pas l'affirmer, puisque le 0,486 passe en dessous la barre des 0,5. Après, même si on avait 0,51 par exemple, on ne peut pas toujours l'affirmer, mais parce qu'il faut savoir qu'on peut sortir de l'intervalle dans 5% des cas. D'accord? Voilà, mais en tout cas, on aurait plus de certitude quant à son élection. Tandis que là, dans 95%, on est dans cet intervalle. Certes, ça monte à 59%, mais ça descend à 48,6. Donc on ne peut pas l'affirmer. Et enfin, comment détermine-t-on la taille d'un échantillon? Si on vous donne un intervalle de confiance ou de fluctuation, on sait que P moins 1 sur racine de n, c'est 0,34. P plus 1 sur racine de n, c'est 0,42. Et là, on se dit, mais combien de personnes a-t-on interrogé? Eh bien, il suffit de trouver la valeur de n. Donc, en soustrayant les deux équations, les P s'en vont. Donc, si on fait celle du bas moins celle du haut, on s'aperçoit que ça fait 1 sur racine de n moins 1 sur racine de n, ce qui fait du coup 2 sur racine de n. Et 0,42 moins 0,34, ce qui fait 0,08. Je fais un produit en croix, j'en déduis que racine de n égale 2 fois 1 sur 0,08, donc 2 sur 0,08. Racine de n vaut donc 25. Si je mets au carré pour enlever la racine, j'obtiens alors 25 fois 25, 625. Ça veut dire qu'on a interrogé 625 personnes dans cet échantillon. Voilà, ce qui termine le chapitre. Il ne nous reste plus qu'à commencer lundi le dernier chapitre de l'année, qui est relativement court, donc je pense qu'en une semaine, il sera terminé. Et on aura bouclé avant le conseil de classe. Bon week-end.